Salut les amis, bienvenue dans Starter. On parle du Grand Prix d'Italie dans le temple de la vitesse à Monza. 5 km 793 pour le plus vieux circuit du championnat qui nous a fait vibrer l'an dernier. Et c'était également un Grand Prix qui accueille la qualification sprint pour la deuxième fois de la saison. C'est aussi le dernier Grand Prix de la saison européenne avant que le championnat ne reprenne sa tournée hors Europe. Et en plus, ça s'annonce rock'n'roll. Ah oui, toutes les courses ne sont pas fixées, hein. C'est aussi la dernière épreuve de ce Trip Heider commencé en Belgique, si on compte l'épreuve de Francorchamps comme une course, hein. Faut pas déconner. On revient sur un circuit qui nous a fait vibrer l'année dernière après la victoire de Pierre Gasly, 24 ans après Olivier Panis, et ça a redonné un certain intérêt en France pour la Formule 1. Et en plus, avec la victoire d'Ocon et d'Alpine en Hongrie, ça nous fait vraiment plaisir. Mais ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le combat Hamilton-Verstappen, qui est séparé de 3 points avant l'épreuve italienne. Un petit retour dans l'épisode précédent. On était à Zandvoort sur les terres du pilote hollandais dans un chaudron orange et un public acquis à sa cause. Si la course tant attendue n'était pas si excitante, on a pu voir le circuit en vrai avec ses pankings. C'est aussi la non-performance des Mercedes qui n'ont pas réussi à contrer les plans de Red Bull, avec sûrement une baisse de puissance du moteur au vu des problèmes rencontrés pendant les essais. Mais aussi la stratégie ratée de la part de l'équipe allemande et qui aurait pu coûter cher à Hamilton. Mais malgré tout ça, cela fera de Zandvoort et du Grand Prix des Pays-Bas un futur classique du calendrier. Il faut aussi noter l'intérim de Kubica qui joue les prolongations ce week-end, toujours à la place de Kimi Raikkonen qui est toujours en convalescence après avoir été positif au Covid. Et comme je vous le disais en préambule, nous sommes à nouveau dans un week-end de qualification sprint et vous verrez que la deuxième expérience est mitigée. Allez, place à la vraie qualification, au moins celle-là elle nous a pas déçus, mais quand même on n'est pas passé loin du ridicule non plus, hein. On y va. On va commencer avec les résultats de la séance avec le meilleur temps de Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton pour moins d'un dixième, suivant ensuite Max Verstappen et les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo, Pierre Gasly 6ème temps devant les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, Sergio Perez 9ème devant Antonio Giovinazzi qui referme le top 10, derrière eux on retrouve Sébastien Vettel et Lance Stroll, devant les Alpines de Fernando Alonso et d'Esteban Ocon, qui devancent les Williams de George Russell et Nicolas Latifi, Yuki Tsunoda cale à la 17ème position devant Mick Schumacher et Robert Kubica qui se place devant Nikita Mazepin. On parle d'abord des McLaren si vous voulez bien, avec une très bonne qualification et qui fait mieux que le Grand Prix d'Emilia-Romagna Imola et que la Grande-Bretagne en plaçant au plus haut ces deux voitures. Ça fait du bien de les revoir à ces positions. Et surtout, ça nous donne le sourire de voir Ricciardo bien placé, même si cette qualification ne servira que pour le sprint. Attention. J'irai même plus loin pour McLaren dans leur qualification en disant que l'on retrouve 4 moteurs Mercedes dans les 5 premières places. On a une supériorité du groupe motopropulseur allemand, après des inquiétudes rencontrées la semaine passée à Zandvoort, et de plus dans le châssis de Woking qui aime bien les circuits rapides. Ça s'annonce bien. J'aurais même bien voulu voir Lando Norris se mêler à la bataille pour un pôle, lui qui était vraiment en maîtrise dans la séance, où il signait la plupart du temps le meilleur temps du premier secteur. Et je pense qu'avec un deuxième meilleur secteur, il aurait pu faire une sacrée différence. Oui. Devant ce beau monde, on retrouve Max Verstappen qui aurait pu lui aussi faire une différence pendant la séance, mais par ses propos, il indique qu'il a limité la casse. Bon, tant mieux pour lui, mais pour le coup, il peut dire merci à son coéquipier qui a pu lui permettre d'avoir de la speed dans les lignes droites, mais on sent bien que la Red Bull n'est pas très agile sur ce circuit, et malgré un aileron arrière qui est spécifique, elle n'est pas assez rapide. Ça se voit en plus si on fait la comparaison, du moins dans les faits, avec Sergio Perez, qui est relégué très loin quand même, à près d'une seconde de son coéquipier. Ah oui, la différence, elle fait mal. Les Mercedes sont en première ligne donc, avec un Valtteri Bottas, premier pour le sprint, avec un chrono qui fait une grosse différence avec Hamilton. Ah oui, il y a aussi des interrogations, très faciles, il faut le dire, de savoir pourquoi il n'a pas fait ça plus souvent cette année. Mais ça fait du bien certes au moral du Finlandais de le voir au plus haut de la feuille des temps. Malheureusement pour lui, il va pas en bénéficier de son futur résultat pour le sprint. Parce que quoi qu'il arrive, il partira depuis le fond de grille dimanche.
La raison, c'est tout simplement le changement complet de tout le moteur. Et comme c'est le quatrième, eh bien, on applique des pénalités. Et du coup, il partira dernier parce que officiellement, il part dernier du Grand Prix et pas pour le sprint. Et oui, les pénalités s'appliquent que pour la course du dimanche et pas celle du samedi. Ferrari a réussi à placer ses deux voitures dans le top 10, malgré un problème moteur pour Leclerc qui reviendra à une ancienne configuration pour le sprint, avant de retrouver son moteur pour le Grand Prix. Et ça fait mieux que l'an passé en tout cas, où les deux voitures rouges ne passaient même pas la Q2. Une autre mention à Giovinazzi qui signe deuxième Q3 de suite en carrière. On peut remettre sa place en jeu dans l'équipe italo-suisse, mais ça j'en parlerai à la fin de la vidéo sur le marché des transferts. Restez avec nous. Petite déception pour les Alpines assez loin, tout comme les Williams, mais bon, pour eux avec la voiture aussi délicate ça peut se comprendre, même si elle s'améliore depuis quelques temps. Hein. Et puis, on va passer un sacré coup de gueule. Parce que là, on est passé quand même pas loin du ridicule, de l'absurde, voire même de l'accident. Ah, bien sûr que c'était attendu qu'on ait du trafic pendant la qualification. Avec ce jeu à l'aspiration ou avoir la piste claire pour signer le meilleur chrono. On est habitué à Monza. Mais là, de voir des pilotes au ralenti, regroupés, et surtout placés sur la trajectoire. Ah bah c'était l'embouteillage sur la 7 pendant l'été, hein. Bien sûr, si c'est flagrant pendant ce week-end à Monza, dites-vous que c'est la même situation sur les autres circuits. Différemment, bien sûr, mais c'est pareil. D'ailleurs, les radios ont fumé par les pilotes qui se sont plaints, et honnêtement, je les comprends. Ils arrivent sur un tour chrono, à fond, et ils tombent sur les autres pilotes qui roulent comme des mamies. Mais arrêtez! C'est pas possible ça! Mais elle fait quoi la FIA? Eh bien, elle impose un temps minimum de faire le tour du circuit en 1:43. 1 minute 43 pour faire au minimum un tour du circuit. Non. Non. Je suis allé voir les chronos. Il n'y a pas un pilote qui respecte ce temps minimum. Pas un. Même les Mercedes, les Red Bull, les Haas ne respectent pas ce chrono minimum. Il n'y a personne qui le respecte. Personne. C'est bien simple, ce qu'on a vu, c'était attendu. Souvenez-vous de 2019, en fin de Q3, on a eu ce scénario avec des voitures au ralenti, qui ne voulaient pas donner l'aspiration aux autres. Et résultat, personne n'a pu améliorer son chrono. Ah, elle était superbe la blague. Vendredi, c'était la même chose, mais en pire. Combien de fois on n'est pas passé d'avoir un mauvais remake de Zolder 1982? Si la F1 et la FIA veulent revoir cette image, pas de soucis, on aura un mort comme Gilles Villeneuve. Ils s'en féliciteront même. Franchement, la F1 et la FIA en ce moment, c'est comme la duchesse d'Aquitaine, c'est une grosse pute. Et c'est pas un putain de temps minimum ou de qualification sprint que ce problème sera résolu. Et puis, il y a aussi la sortie des voitures dans les stands, où tout le monde aura voulu sortir en même temps, parce que les données, les logiciels, les ingénieurs, parce qu'il fallait sortir là tout de suite, maintenant, allez, on y va. Donc, des sorties de garage dangereuses à gogo, des mécanos qui ont failli se faire bouler par des voitures, parce qu'ils savaient même plus où se mettre. J'ai déjà connu ce genre de scénario où les voitures sortaient ou rentraient dans les garages. Ah il faut se garer, hein. Puis moi, c'était pas des monoplaces, hein, c'était des grosses GT3 à l'époque. Pour le coup, Alpine et Aston Martin ont été reconnus coupables et ils se sont mangés juste des pénalités financières, voilà. Mais il a fait avoir un autre problème? Ah non, pas du tout. Ah, m'avait fait peur. C'est quand même marrant qu'il faut attendre qu'un drame doit arriver pour que ça bouge. Enfin, on ferme la page de la qualification normale avec la grille de départ pour le sprint. On se retrouve juste après. On passe au sprint et on va commencer par les résultats de cette purge. La pole victoire de Valtteri Bottas devant Max Verstappen et Daniel Ricciardo, ce sont les pilotes qui marquent des points dans cette course. Lando Norris 4ème devant Lewis Hamilton qui devance les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz, 8ème place pour Antonio Giovinazzi devant Sergio Perez et Lance Stroll, Fernando Alonso 11ème devant Sebastian Vettel et Esteban Ocon, Nicolas Latifi et George Russell se suivent,
Il devance Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin, Robert Kubica et Mick Schumacher. Pierre Gasly n'a malheureusement pas vu l'arrivée. Et c'est l'image de ce sprint, la sortie du pilote AlphaTauri dans la courbe à Biassono après une touchette de son aileron avant sur un McLaren de Ricciardo. L'aileron est passé en dessous de la voiture et quand ça arrive, plus moyen pour le pilote de faire quoi que ce soit. Un vrai skate. Résultat, ça ruine la superbe qualification du Normand qui devra malheureusement partir de la dernière ligne ou alors des stands. Et s'il n'est pas sur la dernière ligne, s'il est sur la dernière ligne, il aura à ses côtés le vainqueur poleman du sprint qui est Valtteri Bottas. Pénalité, tout ça, voilà. D'ailleurs, Bottas n'a pas craqué dans cette course. Il a même réussi une magnifique relance à la fin de la safety car c'était très bien géré. Il a même mis une bonne avance sur Verstappen dans la parabolique Alboreto. Super. Le plus gros perdant dans tout ça, c'est Hamilton. Il est mal parti de sa position et il s'est fait déboîter par les McLaren. À gauche, à droite, allez hop. Il sera resté derrière Norris tout le long du sprint sans pouvoir s'en rapprocher ou alors les dépasser. On aura aussi vu les actions entre Stroll et Perez avec une enquête envers le Mexicain sans conséquence. Et voilà le résumé du sprint. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus? Les médailles olympiques de Wish? Et puis le tour en piste en camion qu'on a laissé tomber? J'ai trouvé ça moyen à Silverstone. Là, je trouve cette course aseptisée et sans joie. Pour dire que j'ai même pas envie de faire un bilan de ce sprint comme j'ai pu le faire après Silverstone. Parce qu'on a vu, on va pas en perdre notre temps. C'était nul, c'était de la merde. D'ailleurs, il suffit de faire un peu le tour des réseaux pour voir que personne n'a vraiment aimé ce sprint. Beaucoup se sont ennuyés, qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il y a des pilotes même qui commencent à dire que c'était sans intérêt, ou alors faudrait faire ci, faudrait faire ça. Et puis, on va pas se mentir, il y a toujours des personnes qui essayent à le défendre. Ceux qui arrivent à défendre ça, tant mieux pour vous, vous avez peut-être des bonnes raisons de le faire, je peux comprendre. Mais, s'il vous plaît, on n'a rien vu d'intéressant dans ce sprint aujourd'hui. À part ruiner la magnifique qualification de Pierre Gasly, on n'a rien vu. Par contre, je me demande si on a vu la même course sprint que Jean Todt. Ah oui, pour lui c'était épique. Épique. On ne doit pas avoir la même définition du mot épique. Puis on a aussi Ross Brown qui essaye de sauver son bébé. Ah bah oui, c'est son bébé. On a aussi d'autres idées de Ferrari qui voudraient remettre en cause les grilles inversées. Par pitié, arrêtez le massacre. S'il vous plaît, arrêtez. Parce que sérieusement, moi ça me gonfle. Enfin, moi déjà ça me gonfle. Vous, je sais pas. Les autres, je sais pas non plus. Mais bordel, les courses sprint, c'est de la merde. C'est pas fait par un Formule 1, les voitures sont pas adaptées, les pneus sont pas adaptés. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut rajouter en plus? Moi, je sais pas. Mais en tout cas, le sprint, à part ruiner la course des pilotes, ça n'a rien apporté. Point barre. Voilà. Bref. Ça, c'était le bilan du sprint. La grille de départ, du coup, pour le Grand Prix avec les pénalités, on se retrouve juste après. Comme évoqué pendant le bilan du sprint, Gasly partira des stands pour un changement de pièce sur son moteur et aussi un réglage qui sort du pare fermé. Il aurait pu en profiter mais il va abandonner très vite dans cette course. D'ailleurs, tout comme son coéquipier Tsunoda qui lui n'a même pas pris le départ. Et si vous le voulez bien, mais vraiment, on va commencer par ce qui sera le plus gros fait de cette course. L'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Encore un. Mais cette fois, avec les deux voitures sur le carreau. Après le gros accident de Verstappen-Silverstone, cette fois c'est le Hollandais qui a grimpé sur la voiture d'Hamilton à la première chicane. Et heureusement
Heureusement que le halo, encore là, on le dira jamais assez, le halo a encore fait son taf. Oh oui. Pourtant, Hamilton a pris la roue arrière une droite sur le casque malgré tout. Ça, il a senti. Mais bon, on sent que c'était inattendu ce rapprochement entre les deux. La faute à leurs équipes respectives d'ailleurs. Je reprends une déclaration de Franck Montagny pendant la course. Mais si les deux pilotes se sont retrouvés à ce moment, bah c'est à cause de leurs équipes. Voilà. Red Bull rate complètement l'arrêt de Verstappen. 11 secondes pour une roue qu'on ne savait même pas si elle était serrée. Chez McLaren, l'arrêt d'Hamilton a pris 4 secondes. Plus rapide, mais entre les deux équipes, on est vraiment loin des standards que l'on connaît. Et bien sûr, il y a eu cette sortie des stands où Verstappen prenait l'aspiration de Norris quand il voit arriver sur sa droite Hamilton. Et comme Verstappen est encore en rage que son équipe ait raté son arrêt, vous croyez qu'il va supporter en plus qu'Hamilton le double? Maintenant, c'est de savoir à qui est la faute, qui est responsable, qui est en tort. Moi, j'ai fait mon opinion et je me la garde. De toute façon, que l'on dise que c'est la faute d'Hamilton, ou que c'est la faute de Verstappen, ou que c'est la faute des deux, personne ne sera d'accord, tout le monde va se faire la gueule et ira déverser sa haine sur les réseaux. Et vous croyez vraiment que cela n'aurait pas dû avoir lieu? Que les deux se seraient calmés après Silverstone? Arrêtez. À chaque course, vous attendez tout ce qui est des étincelles entre les deux, qu'il y ait de la bagarre. Mais par contre, vous ne voulez pas que ça se finisse par des accrochages, par des doubles abandons. Ça doit se bagarrer, mais chez les bisounours. C'est ça que vous voulez. Et quand les deux se touchent et qu'il y a de la casse, vous versez toute votre haine contre l'adversaire. Mais arrêtez. Bien sûr qu'il y a de la casse entre les deux, il y en aura encore. Comme à l'époque avec Prost Senna, que l'on compare à mauvais titre aujourd'hui. On peut aussi rajouter Hill Schumacher, Villeneuve Schumacher aussi, Hamilton Rosberg, et d'autres duels de la F1 où un jour ça s'est fini par un accrochage. Puis surtout, essayez de prendre du recul. Le duel aurait pu mal finir encore une fois. Ah bah quand tu vois que Hamilton s'est pris une roue sur la tête malgré le halo, tu te dis que quand même on n'est pas passé loin d'un drame. Alors oui, ça fait pas plaisir de voir cet accrochage, mais quand même, les deux ont eu beaucoup de chance. Franchement. Mais quand même, on n'est pas passé loin encore d'un drame. D'ailleurs, pour le coup, sachez que la FIA a rendu son verdict sur cet accrochage et ils ont reconnu Verstappen comme responsable de l'accident et ils ont décidé de lui mettre 3 places de pénalité sur la grille du prochain Grand Prix en Russie. Donc, ça sera à voir comment ça va se passer, mais dans l'immédiat, les déclarations semblent assez calmes. Mais bon, pendant 15 jours, ça peut encore bouger. Mais du coup, revenons un peu sur notre course, parce que si on a nos deux prétendants au tapis, il reste les autres. Et parmi les autres, il y a celui qui n'a pas lâché à 90% la tête du Grand Prix. C'est Daniel Ricciardo qui a tout simplement pris les commandes de la course dès le départ. Ah, on sentait la McLaren vraiment agile et performante. Oh oui, on le sentait et ça n'a pas manqué. La voiture de Woking fonctionne. Elle est dans son élément. Une voiture intouchable même. Verstappen n'arrivait même pas à remonter sur Ricciardo, quand Hamilton, lui, n'arrivait pas à remonter sur Norris. Et c'est les deux pilotes de Woking qui arriveront à gérer leur avance et garder leur position jusqu'au bout. Et ce qui donne ce résultat inattendu, mais qui donne le sourire. La victoire de Daniel Ricciardo et de McLaren et la deuxième place de Lando Norris qui assure le doublé. Valtteri Bottas qui partait depuis le Mugello finit sur le podium. Charles Leclerc 4ème devant Sergio Perez pénalisé en fin de course. Carlos Sainz suit ensuite avec Lance Stroll, Fernando Alonso, George Russell et Esteban Ocon qui complètent le top 10. Et le meilleur tour en course est pour Daniel Ricciardo au tout dernier moment. Si on met l'accrochage Hamilton-Verstappen de côté, on n'a pas eu une course assez folle, mais sympathique à regarder malgré tout. D'ailleurs, pour rappel,
Je parlais des arrêts au stand un peu ratés, mais souvenez-vous que depuis la Belgique, les mécaniciens sont moins assistés pour les serrages des roues. Alors est-ce que cela peut expliquer les problèmes rencontrés par les deux? C'est possible. Une mention aussi à ceux qui nous ont offert du spectacle et du superbe dépassement dans les courbes. Je parlais de Pérez, de Leclerc, de Norris, des Mazepin. Non, pas Mazepin. Et quand même, revoir ce sourire de Ricardo échoué, que ça fait plaisir. D'ailleurs, ça me donne... Ouais. On va plutôt passer au bilan des équipes, non, hein, parce que jouer dans une tongue, ça le fait pas. Cela n'annonçait pas une course facile pour Red Bull, et pourtant le sprint donnait un certain avantage à Verstappen sur la grille, et qui a voulu profiter de prendre le dessus sur la McLaren avec les arrêts au stand. Pas de chance pour lui, son arrêt ne s'est pas très bien passé, hein, je vous l'ai dit, une roue à peine serrée, du moins on ne savait pas si elle était vraiment serrée. Beaucoup de pertes de temps, et ça l'a vraiment agacé, on l'a entendu dans sa radio. Puis bien sûr son accident... Il a tenté de passer, le faire au forceps. Il aurait pu prendre l'échappatoire, ou peut-être rester derrière. Pourquoi plonger sur une autre voiture, quand en plus c'est celle d'Hamilton? Alors sa deuxième place au sprint lui a permis de prendre un peu d'air, vu que ça rapporte des points dans le sprint. Mais très honnêtement, il a perdu une gros le Hollandais. Une déception pour lui ce week-end. Pour Sergio Pérez, ça s'est un peu mieux passé cette course. Et dommage pour sa pénalité car il part le podium tout simplement pour ne pas avoir rendu des positions sur Leclerc de mémoire. Mais n'empêche, la grosse perte de points pour Red Bull, elle pique. Un bilan assez contrasté pour Mercedes qui a perdu une voiture, mais qui a vu celle de Bottas sur le podium, lui qui partait depuis le centre-ville de Milan, hein, quand même. Hein? J'ai des Mugello? Oui, c'est possible. On peut même dire qu'il est parti de Dunkerque tant qu'on y est, non? Bon, tant pis. Bon, un excellent week-end pour le Finlandais qui fait 2 pôles en qualification et en sprint, et qui aurait pu jouer un autre rôle sans ses pénalités moteurs. Ah ouais, limite à victoire, enfin bon. Ce qu'il a fait à Monza est juste génial. Mais pourquoi, nom de nom, il n'a pas fait ça la plupart du temps? Depuis que l'on sait qu'il quitte Mercedes, non seulement il est libéré, mais en plus, il performe comme il n'a jamais performé. Allez comprendre. Pour Hamilton, le plus dur a été fait en passant Norris à un certain moment et en profitant de l'arrêt raté de Verstappen. Je dis pas qu'il aurait pu jouer la gagne, mais il aurait pu réussir un excellent coup et revenir sur Verstappen au championnat. L'accrochage, tout ça. N'empêche, on a eu peur pour lui quand on a vu la roue taper son casque. Il avouera en interview avoir pris des anti-inflammatoires. Mais pour le coup, il peut quand même remercier le halo. C'est un bilan qui est un peu mieux pour Mercedes, mais avec une voiture en moins quand même. Oui. Pour la course à domicile, Ferrari ne s'en tire pas trop mal. Une bonne opération pour deux pilotes qui se sont démarqués encore une fois ce week-end. Enfin, démarqués, bon, pas ceux qui se crachent samedi midi, hein, encore une fois. Et Leclerc qui n'a pas digéré les penne pesto. C'est mieux que l'année dernière à Monza en tout cas, et surtout au pied du podium pour le Monégasque. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu revenir sur Bottas. Mais quand même, malgré tout, c'est un bon résultat pour Ferrari ce week-end. On pouvait craindre le pire pour eux. Et puis finalement, ils sont récompensés. Et puis les manœuvres de Leclerc dans la grande courbe. Magnifico. C'est magnifico, c'est. Magnifique qualification par les McLaren. Daniel Ricciardo qui retrouve la première ligne depuis très longtemps, c'est-à-dire le Mexique en 2018, où il retrouvait déjà à ses côtés Verstappen. Et quelle course, bon Dieu! Ah, quelle course de la part de Woking! Quel doublé depuis le Canada 2010 avec Hamilton et Button! La dernière victoire au Brésil en 2012, là aussi c'était avec Button. Et pour Ricciardo depuis Monaco 2018 qu'il attendait ça. Après son passage chez Renault, les doutes depuis le début de l'année dans sa nouvelle équipe. Oh putain de rédemption. Franchement, je sentais que ça allait bien se passer pour eux dès le vendredi soir. Ça n'a pas manqué.
Mais alors cette victoire, ce doublé, c'est amplement mérité. Pour rappel, l'année dernière, il n'était même pas sûr de voir McLaren au départ de l'Autriche. La marque a failli disparaître à cause du Covid. Sans la vente de son usine et d'autres actions et parts de l'équipe, McLaren disparaissait pour de bon. Et surtout, comment on ne peut pas rendre les lauriers à Zach Brown qui a remplacé Ron de Nice, qui est allé chercher Andreas Seidel de Porsche, et qui, grâce à ces deux personnages, McLaren est revenu dans le game. Bravo à vous, messieurs. Et bravo à toi, Daniel. Oh, merci, Daniel. Oh, putain, il m'a fait plaisir, Ricardo, aujourd'hui. Vous pouvez pas savoir. C'était génial, putain. Un peu moyen le week-end des Alpines. Pas très bien qualifié. Le sprint a aidé un peu. Puis la course, elle était un peu compliquée, hein, on va pas se mentir. C'est dommage car ils auraient pu en profiter. On a l'impression un peu de revoir la course de l'année dernière, où Ocon s'était énervé dans la radio en lui disant non, calme-toi, il faut en parler plus tard. Non, je vais en parler maintenant. La même situation. Mais heureusement pour eux qui peuvent se sentir soulagés qu'AlphaTauri n'a pas marqué de point aujourd'hui. On va y venir après. Parce que n'empêche, pour Alpine, c'est loin aujourd'hui, on va le dire. Et si ça continue comme ça, la fin de saison va être dure pour eux. Oh que oui. C'est pas le meilleur week-end pour AlphaTauri. Limite, c'est le pire. Vainqueur l'an passé, Pierre Gasly a dû abandonner en sprint et en course, tandis que Tsunoda, lui, n'a pas pu prendre le départ à cause des problèmes de frein rencontrés dans le tour de grille. Tellement dommage que le sprint leur ait gâché leur week-end. Ah, franchement. Parce que je pense qu'il y avait un superbe résultat pour eux à la clé. Putain de sprint. Aston Martin est venu, mais n'a pas performé si bien. Hein. Malgré tout ça, ça ramène des points grâce à Lance Stroll. Hein. Mais attention au moment d'enregistrer, il est convoqué chez les commissaires. Hein. Et c'est pas une bonne course non plus pour Vettel qui a galéré ce week-end, qui a perdu quand même 4 places au départ, s'est fait tasser par son coéquipier, s'est fait passer par Alonso, Ocon, Latifi. En plus, il croise Ocon sur sa route, il se fait tasser par ce dernier. Bon bah voilà pour Vettel, hein, c'était pas une bonne course. C'est dommage parce que chez Aston, ils avaient la foudre chez eux, dans leur garage. Il est passé où, Shane Bolt? Ouh, le Shane. Bah, je crois qu'il est parti, hein. Allez, ça aurait pu être une bonne course pour Alfa Romeo Sucano. Mais non, ça a merdé. Quel dommage. Je sais, je fais très mal l'accent italien. Bon, pour parler d'Alfa Romeo, Giovinazzi qui profite de l'absence de Raikkonen pour s'affirmer dans l'équipe italo-suisse et donc d'être écouté et d'avoir la meilleure voiture pour ce week-end. Ça l'a vraiment aidé quand on regarde la qualif. Et je pense que même le feedback de Kubica a été mis de côté. D'ailleurs, pour parler du Polonais, il a pu voir l'arrivée un peu plus loin au classement. Mais pour son coéquipier Giovinazzi, ça aurait pu mal se finir avant les Lesmo. Et heureusement pour lui, il a pu repartir. Mais alors, quelle erreur à la deuxième chicane. Bon, il est arrivé avec trop de vitesse, hein, dans l'euphorie de lutter contre les Ferrari. Mais quand même, son accrochage avec le Sainz, ça aurait pu mal finir. Sûrement une belle occasion de manquer pour Alfa Romeo. Mais Giovinazzi, c'est raté. Hein. Williams se ramène un peu de points grâce à Russell qui a pu profiter du départ et des déconvenus de certains. Mais la course fut assez bonne pour eux dans un week-end un peu compliqué. Hein. Mal qualifié, pas très bien au sprint. Mais c'est quand même Williams, ça faut pas oublier, c'est déjà incroyable de ce qu'ils font avec une voiture qui n'est pas terrible. Donc, bravo à Russell de marquer des points, et aussi bravo à Latifi, même s'il finit à la porte des points, c'est déjà bien. Bon, bah on va finir par As, hein. Pas grand chose à dire comme d'habitude sur eux, hein. Si ce n'est que ce n'est pas une raison pour Mazepin d'envoyer Schumacher en tête à queue, hein. Même si les deux s'apprécient pas, c'est pas une raison. Enfin, la course du Russe s'est finie sur un abandon, hein. Bien fait, tant pis pour lui. Voilà le bilan des équipes, je vous propose de passer au classement, et juste après on parle un peu des transferts pour 2022. Ça s'annonce serré pour une place. Mais d'abord, les classements.
Le classement pilote, 5 points séparent Verstappen et Hamilton grâce aux 2 points marqués par le Hollandais pendant la course sprint. Valtteri Bottas toujours 3ème devant Lando Norris avec 9 points d'écart entre les deux. Sergio Perez 5ème devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Daniel Ricciardo progresse et remonte à la 8ème position devant Pierre Gasly et Fernando Alonso qui complètent le premier tableau. Esteban Ocon 11ème devant Sebastian Vettel et Lance Stroll. Yuki Tsunoda 14ème devant George Russell. Nicolas Latifi suit devant Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi. Pas de gros changement derrière, Mick Schumacher 19ème. Robert Kubica gagne une place sur Nikita Mazepin, dernier du classement. Du côté des constructeurs, Mercedes reprend son envol au général devant Red Bull. McLaren prend une sérieuse option pour la 3ème place sur Ferrari. Alpine, toujours 5ème, prend un peu d'air sur AlphaTauri qui n'a pas scoré en Italie. Pas de grande évolution non plus derrière, Aston Martin toujours 7ème devant Williams, Alfa Romeo et Haas. Et ça, on faisait un peu le point sur les transferts pour 2022. Depuis la Belgique, on sait qu'Alonso sera toujours chez Alpine, tout comme Perez qui reste chez Red Bull. Chez AlphaTauri, on a aussi prolongé Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. D'ailleurs, le japonais fut surpris de sa prolongation, car comme il le dit, il n'arrête pas de se cracher. Il peut s'espérer chanceux de continuer parce que il n'y a vraiment personne qui pouvait prendre sa place. Liam Lawson n'est pas en mesure de prendre sa place malgré un double programme Formule 2 DTM. Et Alex Albon, qu'on va évoquer après, n'était pas pour ma part une bonne option. Déjà, l'an dernier, Red Bull ne pensait à aucune rétrogradation dans l'équipe de Faenza, donc Tsunoda, oui, il peut s'estimer chanceux de continuer. Et malgré tout, je pense que la vie de France Tost a joué dans sa prolongation. Il peut y avoir un déçu dans tout ça, c'est Pierre Gasly. Et ouais, le Normand a un goût amer de cette continuité chez AlphaTauri. Il ne comprend pas pourquoi Red Bull a préféré Perez à lui pour 2022. Je le comprends très bien. Ce qu'il fait avec l'équipe italienne est juste exceptionnel. 10 fois qu'il se retrouve dans le top 6 en qualification. 11, c'est en compte la qualif normale à Monza. C'est sa meilleure saison depuis qu'il est en Formule 1 et de plus dans les faits, il est le meilleur pilote dans l'équipe AlphaTauri Toro Rosso. Et je vais être franc, je préfère qu'il reste encore chez Faenza. Il est mieux, plus serein, il peut s'exprimer comme il le veut, loin de l'ambiance de merde qu'il a connue chez Red Bull où tout le monde est dévoué à Max Verstappen. Il est là où il est, il est mieux là où il est. Et j'espère qu'un jour il connaîtra un meilleur avenir dans un top team. Pourquoi pas chez Mercedes. Pourquoi je dis ça? Parce que, pour moi, ça serait un kiff de voir le Normand dans l'équipe allemande. Qu'elle s'appelle encore Mercedes ou pas à l'avenir. Parce que si Hamilton prend sa retraite en 2022 ou en 2023, faudra bien le remplacer. Et à moins que l'équipe de Brackley aligne les billets pour prendre Verstappen à Red Bull, l'option Gasly serait tout aussi intéressante. Bien sûr, on n'est pas dans les paddocks, ce n'est que de la spéculation, mais depuis la victoire de Gasly, je peux vous dire qu'il est observé par tous, et puis vu ses résultats cette saison, ça va compter. Autre transfert qui était ce secret de Polichinelle, c'est Valtteri Bottas qui quitte Mercedes pour aller chez Alfa Romeo, et donc George Russell prend sa place chez Mercedes. Chez Williams, on pensait voir Nick De Vries remplacer le pilote anglais. Eh bien, c'est Albon qui retrouve un volant dans l'équipe de Grove avec Nicolas Latifi à ses côtés. Un pilote Red Bull dans une voiture à moteur Mercedes, ça paraissait inquiétant selon les premiers dires. Mais, si on a bien compris, il y aurait plus de lien direct entre l'anglo-thaïlandais et le trou rouge. Prenez-nous pour des cons. Enfin, on est content de revoir Albon retrouver un volant et qu'il mérite quand même une seconde chance en Formule 1. Moi, c'est le cas. À l'époque, je sais qu'il était vraiment performant en Formule 2 avec Dabs. Et surtout à l'époque, il était même plus soutenu par Red Bull. Ah oui, donc c'est dire qu'il est chanceux. La balle est dans son camp maintenant. D'ailleurs, tout comme Latifi qui prolonge aussi, c'est pas une surprise sachant qu'il amène de l'argent grâce à ses sponsors. Et surtout, je trouve qu'il a aussi un déclic depuis la Hongrie. Pour lui aussi, la balle est dans son camp et puis face à Albon, il aura à faire. Et surtout, prendre la relève de Russell. Ah oui, Russell l'a mis la barre. Ah ouais,
Bah, descends la barre, s'il te plaît, parce que là, t'es un petit peu haut, hein. Ah ouais, non, ça va être dur pour les deux, hein. Enfin, moi, pour Latifi, je me fais pas de soucis. Pour Albon non plus, ils sont pas à l'abri. On revient sur Alfa Romeo, car il y avait des rumeurs comme quoi ils auraient un moteur Mercedes, qu'il y aurait des Vries qu'on envoie chez Williams, tout ça. Faut arrêter de vous pignoler sur des pseudo-rumeurs sur les réseaux, hein. Comme celle de savoir que Vettel va sûrement partir d'Aston Martin. Contrat pluriannuel, vous savez ce que ça veut dire? Mais oui, on sait pas dans les faits qui sera dans le deuxième baquet Alfa Romeo aux côtés de Bottas. Et je vais vous dire pourquoi il serait mieux de garder Giovinazzi. Parce que l'Italien connaît très bien l'équipe et le moteur Ferrari. Et de plus, en 2022, il y a un nouveau règlement technique qui arrive. De plus, encore une fois, je dis que c'est lui qui tient la baraque depuis cette année. Et alors, depuis le week-end dernier à Zandvoort, où Raikkonen n'est pas là, on le sent libéré. On se repose sur lui pour savoir ce qu'il faut faire. Il suffit de voir ce qu'il fait en qualification pour dire que là, il y a quelque chose. Bon, en course, c'est un autre problème qui est indépendant de sa volonté. Hein. Ah oui, stratégie Alfa Romeo, c'est à refaire. Non, il serait mieux de garder l'italien, même si beaucoup voudraient envoyer un petit français qui performe en Formule 2. Et ouais, Théo Pourchaire qui surprend beaucoup d'observateurs de haut de ses 18 ans, et donc beaucoup voudraient le voir tout de suite dans une Formule 1, sous le prétexte qu'il s'est imposé à Monaco et à Monza en sprint. Sauf que ce serait une grave connerie. Pourchaire est peut-être un talent pur, mais il serait risqué de l'envoyer dans une grande bain tout de suite, surtout après une seule saison de Formule 2 qui est en plus hachée par un calendrier bancal, dont la mi-saison a commencé qu'à Monza. Je préférerais le voir chez Alfa Romeo en 2023, quand il sera plus mature et avec plus de courses en Formule 2. Pour rappel, il a fait qu'une journée de roulage aux années fin, au mois d'août. Et il a encore beaucoup à apprendre. De plus, je pense pas que Fred Vasseur, qui dirige l'équipe italo-suisse et qui a fondé un Grand Prix, on retrouve pour cher, prendrait ce risque d'envoyer le français aux côtés de Bottas. Je ne pense pas. Mais ce discours ne tient pas dans les faits. Pourchaire pourrait rester en 2022 en Formule 2, mais la place de Giovinazzi est bien en jeu et c'est un autre pilote de la F2 et qui joue le titre qui pourrait prendre la place de l'Italien. C'est Guan Yu Zhou, hein, pensez comme vous voulez, le pilote chinois de la filière alpine qui pourrait arriver chez Alpha selon les dernières rumeurs, grâce à ses partenaires bien sûr, mais autant mettre dans le jeu Oscar Piastri, autre pilote de l'Alpine Academy, et qui lui aussi joue le titre. Lui aussi il mérite une place en Formule 1 et il performe très bien en F2. Ah bah oui, comme Zhou, comme je vous l'ai dit, lui aussi il joue le titre. Mais quoi qu'il arrive, le futur champion de l'antichambre de la F1 pourra ne pas s'y retrouver l'année prochaine. Tout simplement. Il n'y a plus qu'une place pour 2022 à l'échelle Alfa Romeo et il y a beaucoup de prétendants pour un infime espoir. De plus, cela montre qu'il y a un problème pour accéder à ces jeunes pilotes en Formule 1. Les places sont fermées et si vous n'apportez pas une valise de billets, ça devient encore plus compliqué. Regardez chez As. Non, le dernier baquet sera sûrement décédé bien plus tard. Peut-être fin octobre ou début novembre. Pour Giovinazzi, ça va être un grand bol d'air frais, mais ça ne va pas durer, je vous le garantis. Voilà le bilan du Grand Prix d'Italie, de la qualif normale, sprint, Grand Prix et aussi l'avis sur les transferts de la saison 2022 qui commencent à toucher à leur terme. Donnez votre avis dessus, n'hésitez pas à commenter, à partager qui voudrait bien voir chez Alfa Romeo. Et surtout, donnez votre avis sur le sprint qui a été... Si vous défendez le sprint, allez-y, faites-vous plaisir, sortez vos arguments. On est preneur. On se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix de Russie à Sochi. Préparez les oreillers. Et on se retrouve aussi très vite, je l'espère, pour une nouvelle vidéo sur les sports mécaniques. Merci à vous, bravo, et à bientôt.